Ça a commencé avec une loi de 1992, plusieurs lois entre-temps, et une loi importante du 27 décembre 2019, dite la loi Le Cornu, ou une loi engagement et proximité, qui ont effectivement rénové un peu le cadre du statut. Et aujourd'hui, ce qui nous semble important, surtout dans ces premières réunions de début de mandat, et cela vaut aussi pour les élus qui ont été reconduits, c'est de savoir, de mieux comprendre, de connaître les droits et obligations qui vous sont conférés. Vous allez vous lancer, vous êtes déjà lancé dans la gestion municipale, vous allez vous occuper des autres pendant 6 ans. Pendant la 2 heures, 1h30, 2 heures, nous allons nous intéresser à vous. Et donc ça, c'est important que vous ayez quelques repères. Vous aurez donc cette petite information qui est forcément un peu resserrée. Vous aurez de toute façon sur le site de l'Association des maires de France, à la rubrique que je vous demande de noter, DW 7828, vous cherchez ça sur le site de l'AMF et vous aurez à disposition une brochure qui s'appelle le statut de l'élu local, qui est mise à jour très régulièrement. La dernière mise à jour date du 11 juin, c'est vous dire. Donc, ne l'imprimez pas, c'est un peu bête, elle fait 96 pages. Ne l'imprimez pas, mais consultez-la. Elle est ouverte, accessible à tous, que l'on soit maire, adjoint, conseiller municipal, conseiller communautaire, vice-président, président de communauté ou de même métropole. Elle est donc librement accessible et entre deux parutions, d'actualisation, les nouveautés apparaissent en rouge pour vous simplifier une lecture un peu rapide de dispositions qui auraient pu changer et que nous, à ce moment-là, que nous insérons dans cette brochure systématiquement. Donc, consultez-la peut-être après cette information qui est forcément plus cursive pour effectivement bien appréhender un certain nombre de points qui sont un peu techniques. On essaie de l'écrire dans une langue la plus simple possible, compréhensible, ce qui n'est pas toujours le cas des lois et des projets de loi que nous rencontrons. Et donc, elle est pour vous, elle est pour l'intégralité des membres du conseil municipal ou du conseil communautaire. Tout le monde y trouvera effectivement ce qui le concerne. De toute façon, normalement, lors de la première réunion de votre conseil municipal, vous avez dû, c'était une obligation proposée par la loi de 2019 justement, de lire la charte de l'élu local, un petit texte prévu par la loi qui indique que les élus vont assumer leur mandat avec sérieux et probité, si je résume un peu, et donner, vous avez eu aussi l'obligation de donner une information aux membres du conseil municipal sur le statut de l'élu en leur donnant les articles législatifs du Code général des collectivités territoriales, les articles législatifs qui se rapportent au statut. Les articles législatifs ne sont pas toujours extrêmement clairs non plus, faut bien le dire, et donc ce que je vous propose, c'est d'indiquer aux membres de votre conseil municipal, à l'ensemble des membres de votre conseil municipal, l'existence de la brochure statut de l'élu de l'AMF. Elle est consultée par des milliers d'internautes, des milliers d'élus et des milliers de fonctionnaires territoriaux aussi, des dizaines de milliers même, parce que effectivement c'est une somme et que de façon traditionnelle c'est l'AMF qui s'en est chargée depuis 1995 et que nous continuons. Voilà, donc ce document permettra à tous les membres de votre conseil municipal, vous compris, de connaître un peu mieux vos droits et obligations en termes d'élu local. Voilà, donc DW 7828, si vous notez quelque chose aujourd'hui, c'est cette référence-là et vous aurez donc le document mis à jour à disposition. Pour parler du statut de l'élu local, on va faire ça en quelques petits chapitres. Donc, déclaration de patrimoine et d'intérêt, conciliation du mandat avec une activité professionnelle. Je ne sais pas qui parmi vous
a une activité professionnelle ou qui est retraité. Un petit chapitre sur le droit à la formation parce que ce sujet est un peu en cours de refonte en ce moment. Les conditions financières et fiscales, c'est plus désagréable mais il faut les connaître. La protection des élus et puis à la fin, la retraite des élus, mais ça c'est après de longues années heureuses de mandat. Déclaration de patrimoine et d'intérêt, je vais passer relativement vite puisque ça concerne les maires des communes de plus de 20 000 habitants, les adjoints aux maires de plus de 100 000. Donc, ça peut, par contre, ces seuils peuvent s'atteindre au niveau des présidents de PCI, puisque, effectivement, un EPCI de plus de 20 000 habitants, son président sera également absolument tenu de déposer des déclarations de patrimoine et d'intérêt. Vous regarderez ça si vous avez des collègues concernés ou si vous-même l'êtes, mais je pense que nous allons passer très très vite là-dessus. Cela étant, elles sont importantes et si on ne les renvoie pas à la haute autorité de la transparence de la vie publique, on a des sanctions qui sont extrêmement lourdes. Voilà. Donc, tout à l'heure, je disais, nous n'avons pas fait un petit sondage initial pour savoir qui était en activité professionnelle ou à la retraite. Et en activité professionnelle, on va être obligé de faire une distinction entre ceux qui sont leurs propres employeurs. Vous êtes profession libérale, vous êtes agriculteur, vous êtes artisan, vous êtes commerçant. Vous vous octroierez vous-même les absences nécessaires à l'exercice du mandat. Par contre, le sujet est un tout petit peu plus compliqué pour ceux qui ont un employeur, c'est-à-dire tout simplement les salariés ou les fonctionnaires. Et donc, sur ce sujet, conciliation du mandat et activité professionnelle, je donne la parole à Myriam Morin-Marcheton qui va vous présenter les dispositifs. Merci Geneviève. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'entamer la présentation, je voulais simplement attirer votre attention sur la possibilité de nous poser des questions au fil de notre présentation par le chat. Ça nous permet, voilà, vous écrivez un petit message et moi je les revois pendant que je ne pas ou inversement, Nathalie nous les redonne, nous les répercute et comme ça vous permet d'avoir des réponses en direct. Ça, c'est quand même un peu l'intérêt de ce système de vidéo. Alors, mandat et activité professionnelle. Alors, comme le disait Geneviève, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire un petit sondage pour savoir qui est en activité professionnelle. Parce que là, c'est vrai que ça va vous concerner uniquement ces personnes. Et on va vous apprendre à concilier donc mandat et l'activité professionnelle grâce à plusieurs droits et garanties. Quand je parle de droits, c'est les droits à absence qu'il va falloir maîtriser, qu'il va falloir connaître pour pouvoir exercer au mieux dans les conditions les plus sereines votre mandat. Également connaître les garanties vis-à-vis de votre employeur, parce que si effectivement dans un premier temps il va accepter bon an mal an vos différentes autorisations d'absence, il faut quand même que vous connaissiez ce qu'on ne peut pas vous faire et aussi par la connaissance de vos droits, voilà, en découle cette protection vis-à-vis de votre employeur. Donc ça, c'est lorsqu'on concilie mandat et activité. Et une autre façon d'exercer son mandat, c'est d'arrêter, de cesser toute activité professionnelle. C'est bien plus radical, effectivement. Et clairement, ça ne peut être possible que si vous avez plusieurs mandats indemnisés qui vous permettent de vivre de votre activité d'élu, ou dans une autre manière, dans une autre hypothèse, finalement, d'avoir un conjoint qui sera votre mécène pendant toute la durée de votre mandat et qui vous permettra de vivre pleinement votre mandat d'élu. Si on commence par la compatibilité du mandat avec l'exercice professionnel, il faut savoir en tout premier lieu qu'il y a deux nouveautés issues de la loi Le Cornu, donc de décembre 2019, qui ont vocation à vous faciliter la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un entretien individuel de début de mandat, qu'il ne faut pas confondre avec les entretiens professionnels qui peuvent exister dans le cadre de vos métiers. Cet entretien individuel va vous permettre
à tous les salariés élus municipaux ou communautaires de parler avec votre employeur, de fixer les modalités pratiques d'exercice de votre mandat en adéquation avec votre emploi. On insiste sur cet entretien individuel qu'on vous recommande vraiment d'organiser dès le début de votre mandat, parce que ça va vous permettre d'expliquer vos droits, ce qu'on va vous présenter par ailleurs, les conséquences en fait de l'activité d'élu sur votre activité professionnelle, par exemple du fait des absences qui peuvent avoir lieu. Et puis, cette information préalable en amont va vous permettre d'anticiper les conflits et d'une certaine manière de pacifier la situation. Parce que ce qui se fait ne va pas, voilà, il n'y aura pas de surprise par la suite. Donc, l'entretien individuel de début de mandat. L'autre nouveauté intéressante, c'est l'accès au télétravail. Donc, depuis la loi de 2019, on a considéré que les salariés qui sont élus disposent du fait de ce mandat d'un accès prioritaire en fait au télétravail, lorsqu'il y a télétravail, parce que toute fonction n'est pas compatible voilà, avec le télétravail. Premier droit à autorisation d'absence. Alors, les autorisations d'absence, elles sont accordées à tous les élus, qu'il s'agisse du maire, des adjoints, des conseillers municipaux ou communautaires, lorsqu'on est dans le cadre d'un EPCI. Quel est le but de ces autorisations? C'est d'assister aux réunions. Assister aux réunions, le noyau dur en fait de votre mandat, c'est-à-dire les séances plénières du conseil municipal, les réunions de commission qui ont été instituées par le conseil municipal et toutes les autres réunions dans lesquelles, par exemple, vous avez été nommé délégué, par exemple en interco, le syndical, les métropoles, là où vous allez représenter votre collectivité. Concrètement, comment ça se passe? Il faut savoir qu'il y a un formalisme écrit. Vous avez droit à ces autorisations d'absence, mais vous devez respecter une petite procédure écrite d'information qui paraît logique pour anticiper votre absence. Dès que vous en avez connaissance, vous devez informer votre employeur. Quand on dit dès que vous en avez connaissance, nous, ce qu'on vous conseille, c'est dès lors que vous avez organisé finalement un planning de toutes les réunions de conseil municipal, toutes les réunions extra-municipales qui peuvent avoir lieu ou les réunions à l'interco, dès que vous en avez connaissance, vous transférez ce planning à votre employeur pour qu'il sache un petit peu quand est-ce que vous n'allez pas être présent sur votre lieu de travail. Sachant que à la durée de l'absence liée à la réunion même, s'ajoute l'obligation de vous laisser le temps d'aller à cette réunion, parce que quelquefois votre travail ne va pas se retrouver sur la même commune, sur le même territoire, enfin voilà, même quelquefois entre départements, ça peut avoir lieu. Donc, vous laissez le temps de vous y rendre et d'y assister. C'est un droit, ouais, c'est un droit. Vous avez, voilà, c'est comme ça, mais attention, ce n'est pas, est-ce que vous êtes rémunéré pendant cette absence? Et bien en fait, ça dépend. Ça dépend de votre employeur qui n'est pas tenu de payer ces temps d'absence. Il peut le faire, il peut en fait compenser votre absence et vous verser votre salaire quoi qu'il arrive. Néanmoins, la tendance en ce moment, enfin, d'une manière générale, c'est de ne pas compenser. Donc, si vous y avez droit, mais ça ne sera pas, enfin, ce sera défalqué de votre salaire, et ça aussi, il faut l'avoir en tête. La deuxième autorisation d'absence auquel vous avez droit, enfin, la deuxième absence à laquelle vous avez droit, c'est les créditeurs. Ces créditeurs n'ont pas le même but. Ils ont en fait comme particularité de vous accorder du temps pour cette fois-ci administrer la collectivité. Donc, il s'agit de gérer les dossiers, de préparer les réunions auxquelles vous allez siéger. Donc, un but différent. Ce créditeur, vous allez pouvoir en bénéficier en suivant un formalisme écrit, mais qui est un peu plus strict que celui qui était relatif aux autorisations d'absence, puisque vous allez devoir informer votre employeur 3 jours minimum avant l'absence, en lui donnant les informations claires et sur la durée du créditeur que vous allez prendre et savoir ce qui vous reste par la suite.
si on regarde le petit tableau des créditeurs, pour que ce soit un petit peu plus concret pour vous, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enveloppe de créditeurs que vous devez allouer, elle va dépendre et de la taille de la commune et de la fonction d'élu. Donc, un maire dans une commune de 3005 à 999 habitants aura un créditeur de 122h30, quand un conseil municipal aura 10h30, il me semble, voilà, dans la même strate de commune. Donc, dans ce forfait, par exemple, de 122h30, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, c'est un forfait trimestriel. Il va falloir que vous réfléchissiez en amont à ce que vous allez prendre. C'est à vous de choisir, c'est à vous de décider de la manière dont vous allez faire usage de ce droit. Pourquoi on dit c'est à vous de choisir? Parce que là, pour le coup, est-ce qu'on est rémunéré? C'est non. C'est pas, ça dépend. L'employeur ne fait pas ses temps d'absence. Et donc, clairement, ça peut avoir un effet considérable sur votre salaire. Et donc, il faut réfléchir un petit peu en amont à la manière dont vous allez faire usage de ce créditeur. C'est un droit, il est obligé de vous l'accorder, mais c'est à vous de réfléchir à comment vous allez en faire un usage adapté à votre situation personnelle. Ce qu'il faut savoir pour les enseignants, s'il y a des enseignants parmi vous ou des enseignants parmi vos peut-être collègues élus qui ne peuvent pas assister, attirer leur attention sur le fait d'anticiper le bénéfice de ces créditeurs, qu'il va falloir qu'ils en informent le rectorat de manière à élaborer un planning en début d'année scolaire, donc à partir de septembre, qui soit adapté à l'usage des créditeurs dont ils souhaiteront utiliser. Donc, si on récapitule, 2 autorisations d'absence, 2 droits à absence, les autorisations d'absence pour assister aux réunions, les créditeurs pour gérer la commune en amont de ces réunions. Voilà, deux buts différents, mais surtout un formalisme à respecter. Alors pourquoi on parle de formalisme et pourquoi on insiste autant? C'est déjà pour éviter les conflits avec votre employeur, mais c'est surtout pour vous protéger. Parce que si vous ne respectez pas ce formalisme, vous mettez en faute. Vos droits vont vous être, finalement, ça va vous retomber dessus. On va vous reprocher vos absences, parce que vous n'aurez pas respecté les règles. Donc, faites attention à ça, c'est indispensable de respecter ce formalisme pour pouvoir bénéficier de vos droits dans un contexte sans aucun conflit. À noter pour les garanties qui vous sont accordées, un salarié qui est élu ne peut se voir sanctionné, ni discriminé, ni licencié à raison de son mandat d'élu. Donc ça, il faut que vous l'ayez en tête. Mais si je conclue finalement sur cette compatibilité mandat et activité professionnelle, connaissez vos droits, ce que je vous ai présenté juste avant, respectez le formalisme de demande de bénéficier de vos droits d'absence et informez votre employeur. Et ayez finalement un dialogue grâce à l'entretien individuel du début de mandat, grâce par exemple, à l'information le plus en amont possible des dates qui peuvent avoir de réunions, d'absence. Ça va permettre, on l'espère, que vous apportez une sérénité dans cette conciliation mandat et activité professionnelle. Pour terminer, ce que je vous avais dit, la deuxième hypothèse, c'est la cessation plus radicale cette fois-ci. Temporaire, quand même. Temporaire. Pour le mandat. Pendant la durée du mandat, vous avez la possibilité de stopper votre activité professionnelle. Attention, ce n'est pas permis à tous les élus, simplement pour les maires, adjoints, présidents de PCI et vice-présidents. Et il y a des conditions. Typiquement, pour les salariés, il vous faut au minimum une ancienneté d'1 an dans votre emploi pour pouvoir bénéficier, en cas de cette cessation d'activité professionnelle. Pour les élus fonctionnaires, ça passera soit par une mise en disponibilité de plein droit, qui n'est pas forcément recommandé parce que c'est quand même quelque chose d'assez
prise de vos droits à retraite. Ouais, voilà, qui va entraîner, qui va pas vous permettre de bénéficier d'un certain nombre d'avancements, de droits à retraite, etc. Ou le détachement de plein droit, qui peut être peut-être quelque chose d'un peu plus affilié. S'il vous plaît, j'aurais une question. Oui. Par rapport aux absences, il y a un nombre de jours. Alors, en total, effectivement, les autorisations d'absence et les crédits d'heures ne peuvent pas aller au-delà de la moitié de la durée légale en fait du travail dans un flux annuel. Donc, c'est limité, c'est plafonné à ce niveau-là. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Quel impact du crédit d'heures non rémunéré sur les droits à retraite liés à l'activité professionnelle? Alors, effectivement, ces temps d'absence non rémunérés, pendant longtemps, figurait même dans le code une disposition qui disait que ce temps d'absence était considéré comme une durée de travail effective pour la détermination des droits à retraite. Et en fait, cette disposition a été retirée de la loi. Pourquoi? Parce qu'elle était juste impossible à mettre en œuvre. Comment pouvez-vous asseoir des cotisations sociales sur des heures non rémunérées, sur un non-salaire, sur un non-traitement? Ça a été l'objet de tractations extrêmement longues avec la direction de la sécurité sociale. Nous avons essayé et à ce moment-là, on nous a dit très bien, c'est la commune qui va payer pour les droits à retraite des élus. Voilà, donc ça n'a pas été une solution qui a paru envisageable. Donc en gros, ces temps d'absence ne peuvent pas vous pénaliser pour la détermination des congés payés et de l'ancienneté, mais au niveau retraite, ces temps d'absence ne seront pas comptabilisés. Voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il faut un peu faire attention, et c'est pour ça qu'il y a aussi, par le statut de l'élu, des modes de compensation, en particulier avec un régime de retraite supplémentaire qui nous est proposé et qui est facile à mettre en œuvre, mais qui consiste effectivement à un peu pallier ce genre de manque. Alors, sur ce sujet-là, je vais passer la parole à Geneviève, donc on va continuer sur la formation des élus. Alors, autre droit. Droit qui est un peu en ce moment, comment dire, un peu en chantier, on va dire, un nouveau chantier dû à la loi du 27 décembre 2019. On devait avoir une ordonnance qui réforme un peu la formation des élus. Cette ordonnance, sincèrement, on était vers la mi-mars sur le point de travailler avec le cabinet de M. Lecornu sur ce sujet. Le Covid a eu raison de ces travaux. Tout le monde a travaillé à effectivement voir comment les communes allaient fonctionner pendant cette période extrêmement difficile. Et donc cette ordonnance n'est pas sortie. Donc, il y a des textes qui vont être légèrement modifiés. Et au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas tout à fait vous dire dans quel sens. Toujours est-il que on ne remettra pas en cause un acquis qui date de 1992, c'est-à-dire que chaque élu a un droit à la formation. C'est un droit, et c'est un droit qui va aussi se traduire vis-à-vis de votre employeur, si vous en avez un, par là encore une absence supplémentaire. C'est-à-dire que potentiellement, pendant toute la durée de votre mandat, sachant que des séances de formation peuvent très bien ne pas se passer exclusivement le samedi, et a fortiori pas le dimanche, vous pourrez peut-être être amené à vous absenter pour suivre une formation, et en fait, ça donne droit à un congé supplémentaire pour la durée du mandat de 18 jours, que vous casez comme vous voulez sur les 6 années de mandat. Vous avez une autre disposition qui a été votée pour laquelle on n'a pas beaucoup d'informations jusqu'à présent. Chaque commune est censée organiser une formation obligatoire au cours de la première année de mandat pour les élus qui ont reçu délégation. Alors, les élus qui ont reçu délégation,
C'est simple, c'est le maire. Non, c'est pas du tout le maire, justement. C'est l'adjoint qui a reçu délégation du maire et le conseiller municipal délégué, qui en a, qui a aussi reçu une délégation du maire. Et depuis le début de cet amendement législatif, on a toujours posé, nous, à l'AMF, la question, non, pourquoi les maires sont-ils exclus de cette formation obligatoire la première année de mandat? Parce qu'on sait très bien que vous vous engagez avec beaucoup d'énergie et de compétences, mais le droit des collectivités locales est quand même extrêmement compliqué, de plus en plus compliqué, je ne veux pas vous effrayer, mais vous êtes censé être très compétent en finances publiques, en droit de la fonction publique, en budget, en urbanisme, j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, à croire, les maires ont certainement dû recevoir le jour de l'élection une sorte de langue de feu républicaine qui les rend compétents en tout. Bon, c'est une jolie image, mais c'est peut-être pas forcément tout à fait la réalité, et c'est très compréhensible. Donc, formation obligatoire pour les adjoints et les conseillers municipaux délégués, et les maires, ma foi, trouveront d'autres façons de se former. Ça fait partie des bizarreries de temps en temps de la loi. Et à chaque fois qu'on a posé la question en disant mais pourquoi les maires sont-ils exclus de ce dispositif, on ne nous a jamais répondu. C'est très très curieux. Bon, voilà. Alors bon, les formations sont assorties là aussi pour pouvoir s'absenter d'un formalisme assez strict sur lesquels on va passer rapidement parce que vous le regarderez dans la brochure au moment où vous serez concerné par la chose. Une chose importante, ces formations de toute façon continueront à être assurés par des organismes de formation agréés spécifiquement. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas, vous en tant qu'élu, vous ne vous adresserez pas à des organismes de formation professionnelle classiques. Ce sont des organismes de formation qui sont agréés pour l'instant par le ministère de l'Intérieur et qui seront par le ministre chargé des collectivités locales, c'est-à-dire des formations qui soient adaptées au mandat d'élu. Et pas des formations sur d'autres sujets tout aussi intéressant, mais non adapté à ce que vous allez vivre au sein de vos collectivités. La formation va rester, quelle que soit la réforme envisagée, une dépense obligatoire pour la commune, la communauté, la métropole, bien sûr. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que vous avez aussi l'obligation, dans les conseils municipaux, dans les 3 mois qui suivent le renouvellement, de délibérer sur un budget formation pour l'ensemble des membres du conseil. Ce budget formation, il est encadré. Vous avez un plancher, un plafond, plancher qui est à 2% du montant des indemnités de fonction qui sont versées au sein du conseil et au taux maximal, ou un plafond qui est de 20%. Compte tenu de la modicité des sommes sur les indemnités, on vous encourage évidemment vivement à prôner plutôt le 20% que le 2%. Et avec 2%, vous ne ferez pas grand-chose. Ce budget formation va pouvoir permettre, lorsqu'un élu va chercher à avoir une formation auprès d'un organisme agréé spécifiquement, ça permet de rembourser les frais de déplacement si la formation ne se fait pas dans la commune, mais se fait au chef-lieu de département ou à Paris, enfin je dis n'importe quoi, mais voilà, ça peut se faire un peu partout. Vous avez 200 organismes de formation qui sont agréés pour ce faire. Ça peut aussi compenser, sur présentation de sa fiche de salaire ou de traitement, le fait que vous vous êtes absenté, votre employeur ne vous a pas payé non plus cette journée d'absence, mettons, et que ça vous a effectivement pénalisé au niveau salaire. Donc là, il y a dans le budget formation aussi la compensation de la perte éventuellement de salaire qui est plafonnée pour la durée du mandat à peu près 1 900 € par élu. Une fois que vous avez voté le montant du budget formation, ça c'est une chose, il faut absolument, et c'est obligatoire, un débat annuel au sein de l'Assemblée délibérante. Pourquoi? Parce que si vous ne débattez pas entre vous sur la façon d'utiliser ce budget, vous aurez en fait une formation qui ne pourra pas se mettre en œuvre. Je m'explique. Vous votez un budget formation
et on finit, voilà. Admettons que vous votiez un budget formation de 300 €. Je prends un exemple. Si vous ne décidez pas entre vous de qui est prioritaire cette première année, qui est encore prioritaire l'année suivante, et puis ensuite, c'est-à-dire si vous n'établissez pas une sorte de plan de formation, comme au sein d'une petite entreprise, ce sera exactement la même chose. Tout le monde ne part pas en formation en même temps. Le premier élu qui dit, moi j'ai une formation à Paris, donc frais de déplacement, compensation de perte de salaire, frais d'enseignement, etc., il peut emporter la totalité du budget formation en une fois, et les autres attendront l'année suivante pour faire quelque chose. Donc, le budget formation est une obligation. On vous conseille qu'il soit le maximum, fixé au maximum possible, c'est-à-dire 20% du montant des indemnités qui sont versées au sein du conseil, au taux maximal. On vous conseille, parce que c'est aussi une obligation et une façon de respecter la formation de chacun, le droit à la formation de chacun, il faut un débat, il faut un plan de formation, il faut définir ceux qui sont prioritaires, et après, chacun est absolument libre d'aller se former où il veut. Je précise toutefois que compte tenu de ce que vous avez à faire et compte tenu de l'action souvent très importante des associations départementales de maires en termes de formation, votre association départementale est agréée pour la formation et que donc elle peut vous délivrer, donc près du lieu de l'exercice de votre mandat, elle peut vous délivrer des formations et donc je vous encourage à ce moment-là à regarder ce qu'elle propose pour les années qui viennent en termes de formation d'élus. Donc cette formation, je rappelle, elle est quand même ouverte. Le budget formation va devoir servir à assurer la formation de l'ensemble des membres du conseil municipal. On peut considérer que maires et adjoints sont prioritaires en début de mandat parce qu'effectivement leurs responsabilités sont ô combien importantes, mais ça n'empêche absolument pas les conseillers municipaux d'avoir accès aussi à une formation, peut-être dans un deuxième temps, si vous l'avez décidé collectivement ainsi. Ensuite de ce budget formation voté par la commune, payé par la commune, avec des modalités d'aide de l'État qu'on verra tout à l'heure, en particulier pour les petites communes, les moins de 1000 et encore plus les moins de 500, par le biais d'une dotation spécifique. Les élus ont également, toujours à titre personnel, mais si j'ose dire là, un peu indépendamment du budget communal, un droit à la formation. Là, le décret ne va pas tarder à sortir. Le gouvernement a un peu modifié ce DIF pour le rendre plus intéressant d'ailleurs pour les élus qui arrivent. Ça marche comment? Ça marche avec un fonds. C'est-à-dire que tous les élus indemnisés de France et de Navarre payent 1%, ont une cotisation d'1% sur le montant de leurs indemnités. Ceci va dans un fonds qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Et ce fonds va servir à financer donc un DIF pour chaque élu, qu'il soit indemnisé ou pas. Donc en fait, ceux qui payent vont payer le DIF pour ceux qui n'ont pas d'indemnité de fonction. Donc ça va être, si j'ose dire, ouvert à tous. Et dès l'entrée du mandat, c'est ça la nouveauté de ce futur DIF qui va pas tarder à sortir par décret, dès le début de votre mandat, vous avez potentiellement 20 heures par an pour vous avoir des formations financées au titre du DIF. Et sachant que donc, le gouvernement a fait en sorte que ceci soit accessible dès le début du mandat, parce que les mandats précédents, il fallait cotiser d'abord un an, il fallait attendre un an avant d'en bénéficier. Là, vous avez tout de suite dès maintenant, ces 20 heures. Et il y aura certainement, parce qu'il y a eu des abus d'un très faible nombre d'organismes, il y aura un plafonnement de ces formations à 100 € par heure. Voilà. Donc ça viendra
Ce texte, nous l'avons vu, l'AMF a donné son accord, enfin, il existe et il ne va pas tarder à être publié. Et donc, c'est une deuxième voie, si vous voulez, pour accéder à de la formation. Vous avez le budget formation, première chose, et une autre voie, si j'ose dire, directe de l'élu qui s'adresse à la CDC, enfin ça, après les formalités, on vous les livrera plus tard, mais pour obtenir voilà, une formation en plus. Et de toute façon, compte tenu, je vais vous dire, effectivement, la nécessité de se tenir au courant, ne serait-ce que de tout ce qui change et de tout ce qui évolue, ces formations sont tout à fait indispensables. Vous avez aussi la possibilité, sachez-le, j'allais dire à la fin d'un mandat, de pouvoir accéder à des formations, en particulier en enseignement supérieur, ou obtenir un diplôme en validant les acquis de votre expérience d'élu. On a considéré que la validation des acquis de l'expérience, qu'à présent, vous ne prenez pas en compte les mandats, on a quand même considéré que l'expérience d'un mandat de 6 ans, ça n'était pas rien, et que ça faisait acquérir des connaissances et des sens du management et de la diplomatie, et voilà, c'était très important et qui pouvait tout à fait j'allais dire, être valorisé au sein d'un cursus universitaire, et donc ceci vous est maintenant ouvert. Et de la même façon, considérant que ce que vivent les élus peuvent servir, et je crois vraiment beaucoup aux jeunes étudiants qui se lancent dans des études qui ont trait à l'administration des collectivités territoriales, les élus peuvent désormais devenir chargés d'enseignement. Et peut-être avec leur expérience et leur témoignage, contrebalancer un peu le côté parfaitement théorique que certains universitaires pourraient privilégier. Là, au moins, avec des témoignages, avec les chargés d'enseignement qui sont élus, j'imagine qu'on aura effectivement un peu plus de concret. Voilà, rien contre les universitaires, mais de temps en temps, c'est un peu hors sol malgré tout. Voilà sur la formation. La formation que l'on reçoit actuellement est-elle payante? Ah, ça je vais laisser, Nathalie ou Cyrielle répondre, c'est une question intéressante. Nathalie, tu m'entends? Je t'entends pas. Alors, non, il ne s'agit pas d'une formation aujourd'hui, il s'agit d'une séance de sensibilisation d'information, et par conséquent, elle est gratuite. Voilà, donc nous avons répondu à madame, dont je ne vois pas bien le nom. Voilà. Alors, troisième sujet, donc, dans ce résumé sur le statut de l'élu, les conditions financières et fiscales. Donc, d'une part, le régime indemnitaire. Je vous expliquerai aussi, parce qu'il est très important que vous soyez informés de cela, les règles de la fiscalité des indemnités de fonction. On évoquera les possibilités de remboursement de frais relativement rapidement parce qu'elles sont très détaillées dans la brochure et ça nécessite d'aller vérifier un peu, d'aller voir un peu précisément ce à quoi vous avez droit. Et puis, on parlera de la dotation élue locale qui est versée par l'État pour permettre aux petites communes de financer donc les charges liées au statut, liées aux indemnités, liées au budget formation. Donc, permettre à des communes, en général, moins de 1000 habitants, clairement, de pouvoir assumer tout cela. Alors, d'abord, le régime indemnitaire. Il faut que vous sachiez que l'indemnité de fonction que vous allez toucher, que vous avez déjà touché, est un être hybride en droit. On ne sait pas ce que c'est. Voilà. Puisque le fondement du droit, c'est toujours dans la loi. Personne ne songe à modifier ce terme, ou cette phrase d'ailleurs. C'est que les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. C'est ça la règle légale. Nonobstant ce bon principe, depuis quand même quelques années, longues années malgré tout, on a considéré que les élus étaient quand même en droit de percevoir ce qu'on appelle une indemnité de fonction. Une indemnité de fonction dont le but était,
à la fois de payer de façon un peu forfaitaire les frais que vous engagez, parce que vous allez engager des frais personnels, si j'ose dire, vous allez vous servir plus souvent de votre voiture, vous allez vous servir plus souvent de votre portable, vous allez acheter des ramettes de papier pour imprimer chez vous des documents qui relèvent de la mairie, enfin bon, bref, des frais. Donc, une partie compensation de frais, et puis une partie compensation de perte de revenus, puisqu'on a vu tout à l'heure pour ceux qui sont salariés ou fonctionnaires, et même pour les autres d'ailleurs aussi, pour les autres actifs, on va dire, vous allez perdre en pouvoir d'achat, comme on dirait, en tout cas en montant de salaire au traitement du fait de vos autorisations d'absence, de vos droits à absence. Donc l'indemnité de fonction est censée pallier tout ça. Sauf qu'il n'y a pas de définition juridique, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, on ne veut pas trop savoir d'ailleurs ce que c'est. Ce qui pourrait ne pas être gênant du tout, sauf quand on se demande si l'indemnité de fonction est compatible avec une prestation pour enfants handicapés, si c'est compatible avec l'allocation chômage, je vous rassure, oui. Mais à chaque fois, ça veut dire que l'AMF est intervenue, par exemple, pour dire oui, un élu peut également être malheureusement au chômage et a besoin d'avoir son indemnité de chômage tout en exerçant son mandat. Un mandat n'est pas une activité professionnelle au sens strict. Et que avec une indemnité de 1 000 € par mois, c'est pas facile forcément de vivre. Voilà. Donc, à chaque fois, il a fallu négocier, si j'ose dire, pour dire oui, l'indemnité de fonction est compatible avec un certain nombre de prestations qu'on va qualifier de sociales au sens large. Mais ça n'est jamais immédiat, ça n'est jamais très simple. Mais nous veillons à cela, alors au niveau national, je peux vous dire, avec beaucoup de vigueur. Parce que, en fait, on ne veut pas dire que l'indemnité de fonction est un salaire, ça n'en est pas un. On ne veut pas dire que c'est un salaire parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un lien de subordination entre la commune et ses élus. Voilà. Ce qui est assez normal, vous n'êtes pas les subordonnés de votre commune, vous êtes l'organe élu qui gère la commune. C'est très différent. Donc, c'est pour ça qu'on est avec ce terme indemnité de fonction, qui quand même est imposable comme un salaire, avec des abattements spécifiques, d'accord, un abattement fiscal qu'on verra tout à l'heure, mais qui est quand même imposable comme un salaire, qui est soumise à CSG, CRDS comme n'importe quel salaire, qui est soumise, dans certains cas, à cotisation sociale. Alors là, je lève le voile tout de suite, ceux qui auront ou qui ont une indemnité de fonction ou un montant total d'indemnité de fonction, c'est-à-dire commune, interco, syndicat, supérieur à 1 714 € par mois, paieront des cotisations sociales. Voilà, très simple. Donc, en dessous de 1 714 €, il n'y a pas de cotisation sociale. Il y a forcément CSG, CRDS, qui ne sont pas des cotisations sociales d'ailleurs. Mais si c'est au-dessus, si vous percevez plus que 1 714 € par mois, vous paierez des cotisations sociales. Votre indemnité sera également, elle est soumise obligatoirement à la cotisation de retraite des élus qui s'appelle l'IRCANTEC. Et donc, à la fin, vous aurez une petite rente de l'IRCANTEC à la fin de vos mandats. Donc ça, c'est une cotisation de retraite obligatoire. Donc voilà. Et si vous choisissez, et nous vous y encourageons, on verra ça tout à l'heure, elle sera également soumise à une cotisation de retraite supplémentaire. C'est vous qui déciderez. Et à ce moment-là, effectivement, il y aura cotisation prélevée sur l'indemnité. Et enfin, elle est saisissable en partie, c'est-à-dire qu'une partie ne peut jamais être saisie. C'est celle qui correspond à ces remboursements de frais, on va dire. Et par contre, la partie supérieure peut être saisie si malheureusement vous êtes dans ce cas-là, ce que je ne vous souhaite aucunement. Voilà. Donc, quand vous voyez tout ça, vous vous dites que la différence entre une indemnité de fonction et un salaire est quand même très ténue. Pour ainsi dire, ça n'existe pas. Mais on ne franchira pas le cap symbolique d'appeler ce que vous percevez un salaire parce qu'on ne le peut pas et que de surcroît, on ne le veut pas dans notre organisation communale et intercommunale. Alors, qu'est-ce qu'il peut percevoir dans ces espèces de non-être que sont les indemnités de fonction? De façon absolument automatique, le maire et les présidents de TPI.
c'est-à-dire les exécutifs, peuvent aussi bénéficier d'indemnités de fonction parce qu'ils reçoivent une délégation, les adjoints au maire, les conseillers délégués et les vice-présidents dans les EPCI. Il y a aussi les conseillers délégués dans les EPCI. Enfin, bref. On se cantonne là aujourd'hui sur le mandat communal. En fait, un adjoint au maire est, dès son élection, comme le maire, officier d'état civil, officier de police judiciaire. Mais ceci ne donne droit en rien à une indemnité de fonction pour l'adjoint au maire. Il n'a une indemnité de fonction que parce que le maire lui a délégué une partie de ses compétences en lui déléguant, que sais-je, les affaires sociales, les affaires scolaires, les affaires sociales aussi d'ailleurs peut-être, l'urbanisme, que sais-je, entre parenthèses, ceux qui vont hériter des délégations aux affaires scolaires, je pense qu'effectivement méritent une indemnité de fonction, surtout par les temps qui courent, parce que c'est quand même un peu compliqué. De la même façon, les conseillers municipaux délégués pourront avoir délégation de la part du maire et à ce titre pourront bénéficier d'indemnités de fonction. Beaucoup moins évident est de donner des indemnités de fonction à des conseillers municipaux simples, si vous me pardonnez cette expression, c'est-à-dire sans délégation, et la même chose chez les communautaires. Les indemnités, alors là on a un délai voilà, on a un délai qui vient d'être changé par une loi qui va être votée entre aujourd'hui et demain. Normalement, le conseil municipal a 3 mois pour délibérer sur les indemnités de fonction de ses membres. Donc c'est normalement 3 mois. Et là, une loi qui va donc être publiée, qui va être votée dans les 2 prochains jours, va proroger ça jusqu'au 30 septembre. Oui. Considérant les compte tenu des difficultés de se réunir, de trouver des endroits qui permettent de se réunir en toute sécurité, etc., etc. Mais même si les délibérations sont prises jusqu'au 30 septembre, il faut savoir que le versement des indemnités pourrait se faire de façon tout à fait exceptionnelle à partir de l'entrée en fonction, à partir de la première réunion du conseil municipal. Voilà, sachez-le, il y a à ce moment-là une petite autorisation qui est toujours en début de mandat, mais uniquement en début de mandat, pour avoir ces indemnités versées dès le début des fonctions, en fait, c'est-à-dire dès l'élection du maire, des adjoints, voilà, première réunion du conseil. Sur les indemnités de fonction, quelque chose de très important. Les indemnités de fonction du maire, des maires, sont clairement de droit fixés par la loi et sans débat. C'est-à-dire que le conseil municipal n'a rien à dire et rien à décider. C'est donc un tableau. Alors, on va voir tout de suite le tableau. Où il est le tableau? Voilà. Le tableau, vous avez la population et l'indemnité du maire dans la 3e colonne. Et ceci, donc, est de droit. Les chiffres qui figurent en rouge sont en rouge parce que ça correspond à ce qu'on a appelé la revalorisation que la loi du 27 décembre 2019 a mise en œuvre. Donc, effectivement, par rapport aux indemnités de fonction précédentes, ces montants sont quand même assez largement augmentés. Et donc, de droit, si je prends un maire d'une commune de moins de 500 habitants, il a droit à 991,80 €. Nous encourageons évidemment beaucoup les maires à faire application de cette disposition, qui a quand même été faite pour eux, pour laquelle l'AMF s'est battue pendant des mois. Il n'était pas du tout évidente
ni à conserver, à maintenir. On voulait redonner la main au conseil municipal. Or, il y avait des injustices quand même nettes. Les maires ont tous les mêmes responsabilités. Et vous ne compreniez pas, quand vous êtes à l'AMF au niveau national, vous ne comprenez pas pourquoi un maire aurait droit à 991 et un autre dans un conseil municipal qui aurait été un peu plus chafouin à 500. C'est pas tolérable. Donc, la loi est claire, les maires ont droit au montant prévu par la loi. Point. Alors, comme la vie n'est jamais très simple, quand ceci a quand même été, ce principe a été voté en 2015, savoir. Et on a eu beaucoup de mal à le faire maintenir en 2019, mais il est maintenu. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on s'est fait enguirlander par des maires. Et on dit, mais c'est pas possible, mon budget peut pas supporter ça, c'est pas possible. Donc, c'est intolérable, il faut absolument qu'on puisse baisser nos indemnités. La vie n'est jamais simple, je vous le dis. Donc, effectivement, de droit, l'indemnité est fixée par la loi, mais le maire peut toujours demander, c'est lui qui demande, à ne pas bénéficier de ce montant, et à ce moment-là, le conseil municipal va lui voter une indemnité à un taux moindre. Alors, c'est là où on arrive au calcul des indemnités au sein d'un conseil municipal. Donc, le maire de droit, bien ou pas, c'est lui qui décide. Toujours est-il que pour que les indemnités de fonction soient calculées de façon correcte et ne pas faire l'objet de critiques de la part du préfet au titre du contrôle de légalité, les conseils municipaux doivent respecter ce qu'on appelle l'enveloppe indemnitaire globale. L'enveloppe indemnitaire globale, c'est le montant de l'indemnité légale du maire, c'est-à-dire celle qui est à taux plafond, 991,80 pour mon maire de moins de 500, une commune de moins de 500, plus l'indemnité maximale, c'est-à-dire celle qui est sur les tableaux, de communes pour les adjoints, indemnité maximale qui est multipliée par le nombre réel d'adjoints. Pourquoi réel? Parce que certaines communes peuvent avoir, je dis n'importe quoi, peuvent avoir droit à 4 adjoints et en fait, choisi de n'en avoir que 3. Donc, on a pris cet exemple d'une commune de 1300 habitants, il n'y a que 3 adjoints, il pourrait y en avoir 4, mais le maire a décidé de donner une délégation à un conseiller municipal. Donc, le maire va rester au maximum, au montant qui est prévu pour lui, 2006,93 €. Bon, finalement, il sort, puisqu'il il prend le maximum, il a le maximum. Les adjoints, c'est 3 fois 770,70, c'est le maximum pour eux. Ça vous fait un montant de 4319. On enlève le maire très vite parce que de toute façon, on lui prend le montant légal. Et ensuite, on répartit entre les adjoints et les conseillers et le conseiller délégué, de façon à ce que tout ça ne dépasse pas l'enveloppe indemnitaire globale. À l'intérieur, si j'ose dire, on peut jouer un peu comme on veut. On aurait pu imaginer que le premier adjoint ait même plus que 770,70, mais la condition sine qua non, c'est qu'on ne dépasse pas le montant de l'enveloppe indemnitaire globale. C'est le montant auquel la commune a droit pour indemniser ses élus. Et ensuite, à l'intérieur, eh bien, il y a une répartition qui se fait et qui se fait avec une belle délibération indemnitaire. Cette délibération indemnitaire, elle est importante. Donc maintenant, vous voyez, on vous a dit tout à l'heure que vous aviez même jusqu'au 30 septembre pour la prendre, si vous l'avez déjà prise. Mais ce qui est extrêmement important aussi, c'est qu'il y ait une délégation du maire pour les adjoints ou les conseillers municipaux délégués. Sinon, le comptable public ne paiera pas. Il faut délibération indemnitaire pour les adjoints et les conseillers, il faut délibération indemnitaire et arrêté de délégation. La délégation du maire, ça n'est pas une délégation verbale sur le thème « Je te confie urbanisme », non.
c'est un arrêté dûment écrit, dûment publié, dûment connu, et qui se fait très très vite, de façon à ce que les indemnités puissent être votées. Le maire peut donner donc délégation. Il faut savoir qu'il est toujours responsable des domaines qu'il a délégués. Hein? Il peut toujours intervenir sur un domaine qu'il a délégué. Ça n'est pas une vexatoire vis-à-vis de l'adjoint. Le maire a en fait les droits de continuer à œuvrer dans le domaine qu'il a délégué. Et puis, il peut aussi se passer que, c'est un peu comme dans les couples, je vous souhaite que ça aille très 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 bien au sein de l'équipe pendant 6 ans, bien sûr. De temps en temps, il peut y avoir quelques petites bisbilles et quelques frictions. Et si ces frictions ne s'améliorent pas, il peut y avoir divergence de vue entre le maire et un de ses adjoints, ce qui va nuire à la gestion de la commune. Et à ce moment-là, le maire a totalement le droit de retirer les délégations à l'adjoint au maire. Et dès l'instant où il retire la délégation à l'adjoint au maire, eh bien, cet adjoint ne perçoit plus d'indemnité de fonction. Et d'ailleurs, le conseil devra délibérer pour savoir s'il reste adjoint ou pas. Voilà. Donc, les délégations sont à la main du maire. Elles se font sous forme d'arrêté. Elles sont éventuellement, je veux dire, temporaires. Parce qu'elle repose sur le lien de confiance qui est entre celui qui donne délégation, le maire, et celui qui les reçoit et qui les exerce, autant dire les adjoints et les conseillers municipaux, délégués. Je peux poser une question. Quelqu'un demande si l'indemnité à un conseiller, alors on partir du principe que c'est un conseiller délégué, ou pas d'ailleurs, est ponctuel, il peut être obligatoirement mensuel. Alors, quand on parle de délégation comme ça, octroyée par le maire à un adjoint ou à un conseiller municipal, ça, ce sont des délégations pérennes, si j'ose dire, a priori. Ce sont des domaines qui vont durer pendant toute la durée du mandat. Les affaires scolaires, l'urbanisme, que sais-je, voilà. Bon. La fonction publique territoriale aussi, si vous êtes dans une commune d'une certaine importance, enfin voilà. Donc, ce qui est possible, ça, et du coup, ça, ce sont des indemnités de fonction. Ce qui est possible, malgré tout, c'est de confier à un membre du conseil municipal, mais à ce moment-là, c'est le conseil municipal qui va confier à un de ses membres une mission temporaire. Suivre depuis le début tous les travaux de la réfection de la place Charles de Gaulle. Voilà. Ça va durer, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça va durer 9 mois. Ce conseiller municipal, donc par délibération du conseil à ce moment-là, c'est le conseil qui lui confie cette mission, qui a un début, qui a une fin, et il va être remboursé de ses frais pendant ce temps-là. Donc, et ça s'appelle tout simplement un mandat spécial. Donc le mandat spécial, c'est restreint dans le temps, c'est décidé par le conseil et c'est du défraiement. La délégation, a priori, c'est pour la durée du mandat et c'est décidé par le maire et c'est rémunéré sous forme d'une indemnité de fonction. Je vois une petite question qui n'en est pas une, qui est voilà, le support, voilà, vous sera adressé après la réunion après cette réunion. Bien sûr, vous aurez le support et puis vous irez regarder le DW 7828 pour en connaître un peu plus sur tout ça. Donc là, en résumé, si on parle des indemnités de fonction, le maire taux fixé par la loi, pas de délibération, pas de débat, sauf s'il demande à ne pas bénéficier de ce droit, ce qui serait quand même dommage. Alors eux, c'est un maximum, donc il faut effectivement que le conseil délibère, est-ce qu'on donne le maximum ou pas, et comment on définit tout ça au sein de l'enveloppe indemnitaire globale. Et puis, les conseillers municipaux, voilà, peuvent avoir une délégation de fonction
éventuellement, mais ça vaut plus dans des grandes villes, des conseillers municipaux sans délégation peuvent avoir une indemnité de maximum 233 €. Mais ça vaut quand même dans des villes plus importantes où on peut à la fois dans l'enveloppe indemnitaire globale payer le maire, les adjoints, les conseillers délégués et les conseillers non délégués. Voilà. Donc la règle dans des communes petites ou moyennes est quand même de privilégier les conseillers municipaux qui exercent une délégation. Voilà, parce que c'est plus normal. Alors le tableau indemnitaire, vous l'avez vu tout à l'heure. Alors c'est calculé en pourcentage. Ça c'est l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale. En ce moment, c'est 2027. Il ne faut jamais écrire les délibérations en faisant référence à 2027 parce que si, par miracle, les fonctionnaires étaient augmentés, ça deviendrait peut-être 2029. Et donc, si vous avez une délibération où on dit les élus perçoivent tant en pourcentage 2027, il va falloir reprendre une délibération indemnitaire. Moi, je conseille que les délibérations indemnitaires soient très bien prises, très sérieuses dès le début. Dès le début, on parle argent. Vous n'avez aucune honte, je parle au maire, à bénéficier des montants qui sont là. Quand vous calculerez votre tarif horaire à la fin du mois, vous verrez que ce tarif horaire est somme toute ridicule par rapport aux heures d'engagement, aux heures de boulot, aux heures le week-end, au travail le soir. Vous ne volez personne. Et vous n'avez pas à avoir honte du montant de ces indemnités. Voilà, je l'ai dit. Et je le dis depuis des années. Bref, bon, ça je passe assez rapidement parce que quand vous avez beaucoup de mandats, vous ne pouvez pas dépasser quand même 8 434 € par mois. C'est un plafond. Hein, ça n'arrive pas si souvent que ça. On a parlé des indemnités tout à l'heure au sein de l'enveloppe indemnitaire globale. Et le Conseil détermine donc les indemnités qui vont être versées. Mais il faut savoir que suivant les catégories, les caractéristiques de votre commune, vous pouvez avoir droit à des majorations. Par exemple, classé station de tourisme, si vous êtes à la fois classé station de tourisme et en dessous de 5 000 habitants, vous avez 50% de majoration des indemnités de fonction. Donc c'est important et ces majorations, bien évidemment, font qu'on dépasse l'enveloppe indemnitaire globale. Elles viennent en plus. Elles sont votées par le conseil municipal qui décide, j'allais dire du montant, en général on prend les montants qui sont là, et qui décide à qui elles sont appliquées. On peut, par exemple, indiquer que maire et adjoint vont percevoir les majorations dues à classation station de tourisme, mais pas forcément les conseillers municipaux délégués. Par exemple, enfin, l'attribution, si j'ose dire, est libre. Alors, on se demande qui finance la revalorisation des indemnités. Ça va venir. Ça va venir. Ça se cache dans les conditions à la fin de ce chapitre, et c'est la dotation particulière élue locale. Vous allez voir. On va vous parler de ça, c'est sûr, il y a au moins trois questions sur le sujet. Parce qu'effectivement, là, je vous parle versement d'argent, et vous vous dites, et comment on alimente tout ça. Avant cela, on va passer à une petite chose désagréable, mais qu'il faut absolument que vous connaissiez pour éviter tous les soucis éventuels. Vos indemnités sont fiscalisées de façon normale. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu, donc elles sont soumises au prélèvement à la source, comme tout le monde. Sauf que les élus bénéficient, après qu'on se soit vraiment battu, là aussi, d'abattements spécifiques. Donc, les indemnités sont soumises classiquement, ne sont pas soumises à l'IR, mais comme d'habitude, si j'ose dire, les remboursements de frais, les indemnités de déplacement et les éventuels frais de représentation des maires. Soumis à prélèvement à la source veut dire aussi que une partie du montant de ces indemnités, vous allez voir,
figureront aussi dans votre déclaration de revenus. Et tous les ans, l'AMF on fait une note fiscale pour expliquer aux élus qu'il faut qu'ils aillent vérifier un peu ce qui figure au titre de leurs indemnités de fonction dans la déclaration de revenus, de façon à être bien sûr que tout ceci est correct. Alors, vous avez une indemnité de fonction et vous allez donc normalement payer du prélèvement à la source. Comment ça va se faire? Votre indemnité de fonction va prendre d'abord le montant brut. Alors, je vais tout de suite prendre le plus. Si jamais vous prenez un régime de retraite par an, supplémentaire, qu'on va vous présenter à la fin de cette intervention, vous allez payer une cotisation, la commune paiera exactement le même montant, elle sera obligée. Votre décision comportera la participation obligatoire de la commune au même montant. Donc, cette participation de la commune ou de l'EPCI ou de la métropole à votre retraite supplémentaire va être additionnée à votre montant imposable. Mais, on va aussi soustraire, comme pour tout le monde, j'allais dire 6-8% de CSG, c'est ce qu'on appelle la CSG déductible. On va soustraire l'IRCANTEC, la contribution que vous payez à l'IRCANTEC, régime de retraite obligatoire des élus, parce que c'est un régime de retraite obligatoire. On va enlever les cotisations sociales si vous en payez sur votre indemnité de fonction, c'est-à-dire si votre ou vos indemnités sont supérieures à 1 714 € par mois. On va enlever ce qu'on va détailler dans 2 secondes, la fraction représentative de frais d'emploi, qui est une espèce de forfait de frais. Voilà. On prend le montant brut, on ajoute éventuellement la participation à un régime de retraite, on enlève CSG, IRCANTEC, cotisation sociale et ce forfait de représentatif de frais. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Sur ce montant imposable, on applique le taux fiscal personnel, votre taux, au montant imposable. Voilà. Prélèvement à la source des élus, c'est ça. Maintenant, ce qui est intéressant, connaître, mémoriser pour les élus, c'est qu'est-ce que c'est que cette fraction représentative de frais d'emploi. C'est ça votre abattement fiscal à vous. C'est ce qu'on considère être des frais que vous engagez tous les mois. Et donc, là, vous avez un tableau qui est relativement simple. Vous regardez dans quelle catégorie vous vous situez. Vous êtes en dessous de 3005 ou au-dessus de 3005. C'est simple. Et en dessous de 3005, quand vous avez un mandat indemnisé dans une commune de moins de 3005, que vous ayez ce seul mandat indemnisé, c'est-à-dire que vous êtes maire adjoint ou conseiller municipal délégué, ou que vous ayez plusieurs mandats, c'est-à-dire un mandat communautaire en plus, un mandat dans un syndicat, votre fraction représentative de frais dans votre abattement fiscal mensuel est de 1 507 €. Autant dire que si vous avez un montant indemnitaire qui est inférieur à 1 507 €, votre base imposable est égale à 0, votre prélèvement à la source sera égal à 0. Donc déjà, ça vous donne une petite notion. Si vous êtes un peu au-dessus, et là, je n'ai pas enlevé donc la CSG, l'IRCANTEC, vous voyez, les petits bons. Voilà, vous pouvez avoir quelques petits chouillas enlevés, mais c'est surtout la fraction représentative de frais d'emploi qui fait la différence, c'est-à-dire que pour les communes de moins de 3005, tous les élus, et ça s'adresse à tous les élus, pas que les maires, pas que les adjoints, maires, adjoints, conseillers municipaux, etc. S'ils ont un mandat dans une commune, un mandat indemnisé dans une commune de moins de 3005, l'abattement est à 1 507 €. Par contre, s'ils sont strates supérieures, alors on nous demande toujours pourquoi les petits ont un abattement plus important que les petites communes ont en fait un abattement plus important que les grandes communes, si j'ose dire. C'est parce qu'on a essayé de négocier beaucoup et qu'on a réussi à gagner sur cette strate-là, si j'ose dire, l'Association des maires de France, et puis qu'on n'a pas réussi à augmenter cet abattement pour ceux de plus de 3005. On aurait bien aimé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, quand vous êtes au-dessus de 3005, eh bien c'est ça, vous avez un seul mandat, votre abattement mensuel est de 661 €. Et si vous avez plusieurs mandats, il est de 991 €. Voilà.
Donc déjà, vous avez retenu ce que je ne vois pas, mais qui sont derrière leur micro, le montant de l'abattement auquel vous avez droit. Là où il faut faire attention, et vous devez faire attention, et les agents de vos collectivités devront faire de plus en plus attention, si vous avez plusieurs mandats, donc plusieurs indemnités, il faut que l'abattement fiscal auquel vous avez droit soit répercuté sur chacune des indemnités perçues au prorata. C'est une simple règle de 3. Pas la peine d'avoir un logiciel extrêmement sophistiqué. Vous, élus, vous devez informer, vous avez un mandat dans une commune de moins de 3005, vous percevez 1 000 €, en mon cas. Vous devrez informer la communauté de communes que vous avez 1 000 € dans la commune, voilà, et réciproquement, si j'ose dire, et puis le syndicat intercommunal. Donc ces trois collectivités et établissements publics vont devoir se mettre d'accord, les territoriaux en charge de cela, ou le centre de gestion, ou que sais-je, je ne sais pas qui fait les feuilles d'indemnité, mais pour proratiser l'abattement fiscal. Vous voyez bien que quand on l'a proratisé, c'est-à-dire en faisant notre petite règle de 3 là, vous avez un abattement fiscal de 1 507 € alors que vous avez un montant indemnitaire de 2 500. Donc en gros, là-dessus, sur ce cas-là, vous voyez bien que vous avez du coup un prélèvement à la source qui va s'appuyer sur à peu près 500 €. Mais votre abattement, là où il faut faire attention, c'est qu'il faut absolument que vous expliquiez aux deux autres ce que vous percevez ailleurs. Parce que sinon, si chacun fait ça dans son coin, sans se parler, vous n'avez pas informé et les agents qui s'occupent de ça n'ont pas pris le soin de s'informer non plus. Mais vous en premier chef, hein, tout le monde va vous appliquer un abattement de 1 507 € finalement, puisque vous avez un mandat dans une commune de moins de 3005. Ça fait un abattement qui se soulève par mois à 4 500 €. C'est pas mal. Donc, du coup, effectivement, alors là, vous passez certainement tout à fait à la trappe au niveau du prélèvement à la source. Mais le jour où vous avez un contrôle fiscal, ça s'appelle de la fraude. Et le redressement, là, il sera méchant. Donc, je ne veux pas vous faire peur, mais ce que je voudrais, c'est que vous compreniez effectivement ce mécanisme qui n'est pas si compliqué que ça, et qui permet de rester dans les clous et d'avoir l'abattement auquel vous avez droit. S'il n'y a pas d'information et s'il n'y a pas de proratisation comme ça sur plusieurs indemnités, votre abattement fiscal sera beaucoup plus important, vous ne pourrez pas le justifier, vous aurez un abattement fiscal le jour où vous ferez l'objet d'un contrôle. Voilà, c'est triste, mais c'est grave. Alors, après avoir totalement cassé l'ambiance, mais c'est pour votre bien, je vous assure, c'est surtout pour que vous sachiez comment ça marche et que vous ne fassiez pas, vous ne soyez pas en difficulté. Hein. C'est surtout ça. Alors, je vais passer la parole à Myriam maintenant sur les remboursements de frais. Alors, les remboursements de frais, à ne pas confondre, comme on a dit tout à l'heure, avec les indemnités de fonction. On va y passer, on va aller assez vite parce que c'est bien détaillé dans notre brochure et à nouveau, on vous invite à aller regarder le chapitre sur les remboursements de frais et de façon de manière générale toute la brochure, parce que c'est un peu rapide ce qu'on vous fait là, mais au moins vous avez des bases, des choses qui s'impriment, j'espère aussi qui vous marquent, comme les abattements surtout. Donc il y a 7 cas précis qui sont listés. Et notamment, le premier donc, que vous voyez là, les frais nécessités par l'exécution d'un mandat spécial. Donc, je vais y revenir, Geneviève l'a bien développé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une opération déterminée dans une durée déterminée et voilà, qui va être accordée par le conseil municipal à un élu.
Donc, je passe outre, mais on ne confond pas avec les indemnités de fonction, parce que quelquefois, on a souvent des questions là-dessus sur est-ce que ceux qu'on donne une délégation ponctuelle à un conseiller. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un mandat spécial. Autrement, nous, on a les frais de déplacement des membres du conseil municipal, par exemple pour les réunions hors territoire de la commune. La même chose pour les déplacements des membres des conseils ou comités de PCI. La seule chose sur laquelle on souhaitait insister, c'est la petite nouveauté, grâce à la loi Le Cornu, toujours de décembre 2019, sur les frais d'aide à la personne des élus municipaux et intercommunaux. Quelle est la nouveauté? C'est que depuis 2019, décembre, tous les conseils municipaux bénéficient désormais d'un droit au remboursement des frais de garde qui vont occasionner du fait d'assister aux réunions communales ou intercommunales. Quels frais de garde? Ça va être les frais de garde d'enfants, par exemple, ou alors les frais de garde des personnes dépendantes, comme les personnes âgées ou les personnes handicapées. Donc, ces frais-là seront obligatoirement remboursés par la commune à raison d'un tarif qui ne pourra pas dépasser le SMIC horaire. Voilà. Avant, c'était une faculté, c'était pas vraiment forcément mis en œuvre. Grâce à la loi Le Cornu, c'est une obligation. Donc, tous les frais de garde engagés sont remboursés. À noter également que l'État compensera dans les communes de moins de 3500 habitants les remboursements qui ont été occasionnés par la commune du fait de ces frais de garde. Qui n'est pas encore mis en place, donc on attend à nouveau le décret qui va nous permettre de comprendre un petit peu comment ça va se mettre en place, les différents justificatifs qu'il faudra présenter, etc. Parce que ça n'a pas l'air très simple, mais bon, on vous fera l'actualité dans la brochure à ce moment-là. Et voilà. Et les derniers frais à noter, on a des frais exceptionnels d'aide et de séjour qui peuvent être engagés personnellement par les élus. Donc, les frais exceptionnels d'aide et de secours, pardon, pas de séjour, de secours, c'est les frais qui pourraient être engagés sur les deniers propres du maire lorsqu'il y a des situations de crise, des choses assez exceptionnelles qui peuvent arriver, famille à la rue, à la rue, un sinistre, d'engager immédiatement et de ne pas avoir la délibération du conseil municipal avant d'engager le frais. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va rembourser les frais personnellement engagés lors de circonstances vraiment exceptionnelles. Enfin, les frais de représentation qui peuvent également être alloués au maire dans certaines circonstances et les frais de déplacement des élus départementaux et régionaux. Mais je passe. Enfin, alors, ce que vous attendez tous. Alors, on va parler de la dotation particulière élu local, ou comment on va revaloriser finalement, on va compenser la revalorisation des indemnités dans certains cas. La dotation élu local, c'est une dotation qui a été créée pour les communes qui ne sont pas très riches et qui avaient pour vocation et qui ont moins de 1000. Ça, oui, on verra dans les critères, mais c'est vrai qu'il faut noter que c'est pour la strate inférieure à 1000 habitants. Le but, c'est d'assurer à ces communes en fait les moyens de mettre en œuvre tout ce qui est relatif à l'élu local, au statut d'élu local et vraiment la formation notamment et les indemnités de manière privilégiée. Vous facilitez l'accès à la formation et aux indemnités sans arrière-pensée, parce que c'est vrai que souvent vous pouvez mettre de côté ou vous restreindre dans le budget formation, alors que si vous êtes éligible, grâce à cette dotation, ça vous permettra d'avoir recours de manière suffisante. Donc, qui est éligible? Les communes inférieures à 1000 habitants et avoir un potentiel financier qui est assez faible, donc vous voyez le critère. Et comment est versée cette dotation lorsqu'on est éligible? Elle est versée par l'État de manière automatique. Il n'y a pas de dossier, il n'y a rien à faire, vous êtes éligible, vous avez le versement directement.
Il faut savoir qu'il y a une légende qui court, qui tourne, et même encore ce matin. Pas une légende, en fait, une mauvaise compréhension. Il s'avère que en fait, à l'occasion du congrès des maires de 2019, avait été donc annoncée cette revalorisation de la dotation. Et pour la mettre en œuvre, l'État finalement a été amené à devoir prélever dans les dotations qui sont normalement versées aux départements et aux régions. Et voilà, entre ces différentes informations, il y a eu un petit mix et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous peut-être ont entendu dire que c'était les départements et les régions qui allaient verser la dotation élue locale. En tout cas, ce n'est pas le cas. C'est bien l'État qui va prélever chez les régions et les départements, et c'est l'État qui va vous le verser directement. Donc, il n'y a pas voilà, à se retourner vers les départements et les régions. Eux, ils ne pourront rien faire pour nous. Mais l'État? Mais l'État, oui. L'État, oui. Quand est-elle versée cette année à N+1? Alors, elle va être versée, alors là, j'avoue. Non, elle est versée. Normalement, elle est versée fin d'été. Oui, ça devrait pas être un peu l'heure de. C'est vrai qu'en plus, la loi est plus dans ce. Non, elle va être versée dans l'année, là, mais c'est courant l'année. Voilà. Les chiffres que vous voyez dans le tableau nous montrent la dotation globale qui est à 3 033 €. Ça a été un tout petit peu revalorisé à 3 € par rapport à l'année dernière. Et ensuite, les autres véritables revalorisations, donc à 4 550 € pour les moins de 500, entre 200 et 500 habitants, et enfin 6 066 € lorsqu'on est une commune éligible et qui a une population de moins de 200 habitants. Donc, vous voyez vraiment un doublement de la dotation pour les toutes petites communes et qui vous permettrait de bénéficier du maximum, du taux légal, par exemple pour les maires, de l'indemnité et d'un budget de formation assez confortable, je ne sais pas, mais en tout cas plutôt correct. Comment se calcule le potentiel financier de la commune? On vous fera des beaux cours par ailleurs. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre mais on vous donnera. Sachez que de toute façon, ça, à la limite, vous devez savoir si votre commune la percevait l'année dernière. Ça n'a pas changé, quand même de fortes chances. Vous pouvez évidemment ne plus être dans les critères, mais il y a de fortes chances que si votre commune la percevait l'année dernière, la dotation élue locale, qui existe quand même depuis 1992, vous allez la toucher cette année aussi. Et peut-être assez revalorisée si vous êtes dans les strates concernées. Nous, ce sur quoi on insiste un peu, je sais que ça peut vous paraître un peu étrange, mais cette dotation élue locale, elle ne s'appelle pas comme ça par hasard. Elle est là pour faciliter le versement d'indemnités de fonction, le budget formation, le remboursement des frais de garde, les souscriptions de contrats d'assurance, vous allez voir dans 2 secondes. Si possible, éviter de la transformer en la glisser pour refaire de la voirie, quoi, si vous voulez, parce que voilà, elle est vraiment faite pour permettre aux communes petites et moyennes, petites, de payer ses élus correctement, d'avoir un budget de formation qui tienne le choc, enfin voilà. Maintenant, l'expérience nous prouve que de temps en temps, vous en faites autre chose, bien sûr. Peut-être y êtes-vous contraint. Pour terminer, je réponds peut-être ma langue à fourchette, peut-être tout à l'heure en parlant de revalorisation pour la dotation de base, puisqu'elle est à 3 033 et en 2019, elle était à 3 030. Voilà, c'est juste dans les calculs, c'est pas une vraie, oui, l'augmentation est effectivement de 3 €. Mais ce n'est pas la revalorisation telle qu'elle a été restreinte au moins de 500. Voilà. Alors, là-dessus, oui, l'AMF 43, voilà. Je vous incite à leur envoyer si vous avez des questions sur le calcul de la dotation élue locale. Ils vous feront une analyse de cas par cas pour savoir si vous êtes éligible. Oui, parce qu'en fait, vous allez sur un site et vous verrez si vous l'êtes ou pas. Voilà. La protection des élus, en quelques mots, parce que nous sommes déjà largement avancés.
Plusieurs choses, la protection d'abord au niveau de la sécurité sociale, on va dire, et puis la prise en charge des accidents et la prise en charge aussi des difficultés du mandat, d'éventuels procès, mise en cause, ou voilà. Donc on va voir ça, ces trois choses assez rapidement. Tous les élus sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. Ça, c'est un principe qui est arrivé en 2016. Seuls, par contre, ceux qui ont une indemnité ou des indemnités supérieures à 1 714 € payent des cotisations sociales à la sécurité sociale. Quand les élus ne cotisent pas, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous de 1 714, vous avez quand même des remboursements de frais, quelques-uns. Voilà, vous avez même des remboursements de frais pour des maladies professionnelles, mais pour l'instant, on n'a pas encore défini quelle était la maladie professionnelle des élus. Enfin bon, certainement il y en a à voir, mais on ne sait pas lesquelles. Voilà, ça c'est les joies de la sécurité sociale. Par contre, pour les élus qui cotisent, en plus des droits précédents, là vous commencez à avoir de vrais droits, c'est-à-dire des indemnités journalières en cas de maladie, et droit à pension, etc. Et surtout droit à pension. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui cotisent, l'intérêt, c'est effectivement, alors sauf s'ils sont déjà retraités, évidemment, ça d'accord, là ils cotisent pour la cause noble de la sécurité sociale, mais quand ils ne sont pas retraités et s'ils cotisent, ceci effectivement leur permet d'améliorer leur cotisation sociale retraite. Voilà. C'est assez simple. À ce niveau-là, une précision importante, très importante, sur un petit détail peut-être. Vous pouvez être à la fois en arrêt maladie de votre activité professionnelle et souhaiter continuer votre mandat d'élu pendant cet arrêt maladie. Ce qui veut dire que déjà, vous en avez la possibilité. Hein. Voilà, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors là, c'est très simple. Ça peut éventuellement se faire. Vous avez même des élus qui sont en longue maladie et pour lesquels, parce que psychologiquement, il est important qu'ils aient finalement une occupation et quelque chose qui les maintienne en énergie, le mandat local finit par être quelque chose d'important. Le médecin doit écrire sur l'arrêt de travail que la poursuite du mandat est possible. S'il n'écrit pas ça, le moindre contrôle, il y a des contrôles de l'arrêt de travail et de la maladie, vous serez obligé de rembourser toutes les indemnités journalières versées. C'est arrivé à un élu, je lui ai demandé de rembourser des sommes très conséquentes, qu'il était bien en peine de rembourser d'ailleurs, parce que c'était verbalement que le médecin lui avait dit mais si vous pouvez, allez-y. Et maintenant, c'est carrément dans la loi. Hein. C'est-à-dire que si le médecin n'indique pas que vous pouvez poursuivre un mandat alors que vous êtes en arrêt de travail, vous êtes très très mal. Voilà. Enfin, vous serez encore plus mal, si j'ose dire. Alors, protection des accidents. Ça, c'est un deuxième rang de protection. La commune va quand même protéger ses élus. Comment va-t-elle les protéger? En prenant des contrats d'assurance, soyons simples. Les conseillers municipaux simples, voilà, vont, eux, être, par exemple, couverts par l'assurance de la commune pour se rendre, assister aux réunions du conseil, des commissions ou éventuellement d'organismes intercommunaux. C'est tout. Ça va être vraiment, je vais à la réunion et je reviens chez moi. Maires et adjoints vont être protégés dans l'exercice de leurs fonctions parce que c'est, on le sait, beaucoup plus vaste. On ne peut pas forcément toujours déterminer ce qu'un élu va faire ou est capable de faire pour parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a une branche qui va tomber, donc vous allez grimper dans des arbres, vous allez monter sur des toits pour éviter que la neige ne tombe sur la rue, que sais-je. Vous allez faire des tas de choses de temps en temps un peu dangereuses. Ne les multipliez pas quand même. Prévenez votre assureur avant, c'est possible, enfin bon, mais la commune va vous protéger, maire et adjoint, dans l'exercice du mandat, de façon donc plus large. Vous serez aussi obligé
vous serez aussi protégé et la commune est maintenant obligée de prendre une assurance contre la mise en cause, alors dans le cadre d'un procès, ou contre les violences et les outrages que vous subissez, que vous pourrez subir, vous ou votre famille, ce que je ne vous souhaite pas non plus. Donc, obligation d'une assurance, et pour les communes de moins de 3005, l'État versera une compensation du fait de cette nouvelle obligation qui date effectivement aussi de décembre 2019. C'était quelque chose qui figurait assez souvent dans les contrats d'assurance, il faut bien le dire, mais là, il faut regarder les contrats que vous avez. Si cette protection n'est pas, et demander à l'assureur, cette protection n'est pas mise en œuvre, là vous êtes en faute, parce que c'est maintenant une obligation légale. La commune doit protéger les élus, et là c'est en particulier les élus exécutifs, c'est-à-dire en général maire et adjoint. La commune va vous protéger avec le contrat d'assurance, mais surtout, n'hésitez pas, vous les maires en particulier, à prendre en plus sur vos deniers propres une assurance responsabilité personnelle. C'est indispensable. Il y a toujours des espèces de trous dans la raquette qui font que vous pouvez vous trouver dans une situation où ce ne sera pas le contrat d'assurance de la commune qui va prendre ça en charge et vous n'en aurez pas. Vous pouvez vous retrouver en difficulté. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Les contrats d'assurance personnelle sont relativement peu chers et franchement, c'est une, comment dire, ça vous assurera une sérénité bien plus grande. Donc, on n'est pas, on vous conseillera jamais une assurance ou une autre, mais ce qu'on vous dit, c'est que oui, il y a assurance par la commune, mais oui, il est indispensable malgré tout pour vous, pour votre protection et votre sérénité, de prendre une assurance personnelle. Je suis obligée de passer très très vite. Alors donc après des années et des années de remandat, vous songerez à prendre votre retraite d'élu, qui n'a rien à voir forcément avec la retraite de l'activité professionnelle. Vous aurez donc l'IRCANTEC parce que vous avez cotisé depuis le début de votre mandat à ce régime de retraite obligatoire. Ceux qui auront cotisé sur leurs indemnités de fonction auront éventuellement la retraite du régime général de sécurité sociale. Et puis, si vous l'avez choisi maintenant, parce que c'est maintenant que ça se fait, les histoires d'argent, ça se traite au début du mandat, on n'en parle plus, pas les histoires d'argent qui concernent les élus, entendons-nous. Malheureusement, de l'argent, vous serez obligé d'en parler pendant tout le temps de votre mandat, oui. L'argent pour le budget de la commune. Mais pour votre retraite par an, donc la décision se prend maintenant, et c'est important. Et donc, on va vous présenter en quelques minutes le cas de Fontpel. Alors, pour prévenir ce qui peut se passer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on coupe les micros, on ne vous voit plus, on ne vous voit pas d'ailleurs là loin, c'est dommage. C'est très dommage. On ne peut plus vous parler. Alors, on va déjà vous souhaiter, Myriam et moi-même, un excellent mandat. Bon courage. Bon courage. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Vous avez la D43, vous avez l'AMM, vous avez Mairie du Lille qui fait des formations et des informations. Donc, il y a beaucoup de gens qui, en fait, travaillent pour vous. Mais vous serez obligé de faire preuve, effectivement, de beaucoup d'énergie. On vous le souhaite. Et excellent mandat. Très bon mandat. Merci. On va peut-être, avant de passer la parole à Armel Maga, on va peut-être voir s'il y a des questions par hasard. J'ai accroché les deux à titre personnel. On a dit à la fin. Oui, à titre personnel, oui. Alors, mais nous, on ne les voit pas, ces questions écrites, puisque visiblement, elles sont adressées directement, donc elles n'apparaissent pas sur le chat. Oui, il y en avait pas mal en privé, effectivement, mais je les ai toutes traitées, part, voilà, enfin, on a répondu, savoir si l'assurance profil élu à titre personnel, j'imagine que Geneviève gagne les maires et adjoints. Non, c'est fondamentalement, c'est les maires, ça c'est sûr. Et alors, de temps en temps, les maires peuvent prendre les adjoints sur leur, ça dépend des assurances, ça. Les maires peuvent prendre les adjoints et les conseillers sur leur propre contrat, parce que finalement, toutes les délégations se font sous leur responsabilité, les maires. Donc, bon, les bêtises que pourraient faire les adjoints et les conseillers municipaux délégués, c'est le maire qui va endosser la responsabilité, donc ça dépend. Ou les adjoints prennent de leur côté une assurance, ça c'est à voir, j'allais dire entre vous, mais prenez-en, voilà.
Le conseiller municipal, par contre, n'a pas besoin d'avoir une assurance d'activité. Questions? Des questions? On passe Armel Maga, à Fontaine. Maga Fontaine. Ah, Monsieur Chambon? Monsieur Chambon. Tout ce que vous avez, on peut le retrouver sur le site. On n'entend pas. Alors, tout ce qu'on a dit là, alors on va vous envoyer Thierry Alassier va vous envoyer le PowerPoint, bon, et puis ce sera plus détaillé encore dans la brochure, le statut de l'élu local, on a 16 pages, BW 7828, après vous choisissez votre chapitre et puis vous regardez. Voilà. Très bien, oui, parce Et vous aurez que c'est intéressant. Je vous félicite, mais j'avoue que l'information est à former. On est complètement conscient de ça. C'est pour ça qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça c'est une sensibilisation et après vous irez regarder. Voilà. Alors, pour rappel, j'ai mis le lien dans le fil de discussion à 2 reprises et je viens de vous le remettre. Le lien qui vous permet de télécharger la brochure. Eh bien, merci. Merci. Eh bien, je vous remercie à tous. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, on va passer à la présentation de la retraite supplémentaire par Armel Maga de Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Parfait, très bien, il n'y a pas d'écho? Eh bien, c'est super. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de mettre mon ordinateur en diaporama. Voilà. Donc, je m'appelle Armel Maga et j'interviens pour le compte de l'association Fompel dans le cadre de la distribution du produit de retraite supplémentaire pour les élus. Oui, maintenant il y a un truc qui ne m'intéresse pas. Ah, mais tiens, c'est hard, hein? Envoyer le PowerPoint, ils vont tout envoyer. Oui, allô? Donc, je continue. Donc, avant d'attaquer ma présentation, je vous présente tous mes voeux de réussite, un excellent mandat et mes voeux également d'épanouissement dans cette belle mission. Donc, la retraite supplémentaire des élus locaux, Geneviève et Myriam en ont parlé tout à l'heure de façon assez laconique. Elle a été instituée par la loi de 92 sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Et un volet de cette loi prévoit que tout élu local qui perçoit une indemnité a le droit de constituer une retraite par rente avec participation de sa collectivité. Je reviendrai sur chacun des points. L'Association des maires de France, à cette époque, a donc naturellement créé l'association et le régime de retraite du même nom pour répondre à ce droit qui a été octroyé aux élus donc dans le cadre de leur mandat électif. Donc, que vous soyez maire adjoint, conseiller de PCI ou de région ou de département, à partir du moment où vous percevez une indemnité, vous êtes éligible au dispositif. Il s'agit bien là de valoriser votre engagement au service de votre collectivité, au service des concitoyens, mais c'est aussi reconnaître une éventuelle perte de revenus à la retraite, puisque le temps que vous passez dans la collectivité, vous ne le passez pas à votre propre évolution professionnelle et ça peut potentiellement générer des pertes de revenus une fois à la retraite. Des pertes de revenus qui peuvent être subies du fait d'une baisse de votre temps de travail pour vous consacrer à votre mandat, mais également d'une évolution qui serait ralentie par le temps qui est passé dans votre collectivité et vos absences au sein de votre activité professionnelle. On parlait tout à l'heure des crédits d'heures qui ne génèrent pas de droit à la retraite, des mises à disposition, etc. Donc, ce que prévoit la loi, c'est que c'est bien un dispositif qui est facultatif. Donc, si l'élu souhaite le faire, il est tout à fait disposé à le faire. Il peut le faire indépendamment du choix des autres élus de sa collectivité.
Cette retraite vient en supplément de l'IRCANTEC, donc qui est la retraite obligatoire que vous percevrez à l'issue de votre ou vos mandats électifs et en tenant compte de l'âge légal de départ à la retraite. Donc, il faut, pour percevoir son IRCANTEC, avoir un titre de retraite du régime général. Donc, on va dire globalement pas avant 62 ans. Et enfin, toujours par comparaison avec l'IRCANTEC, c'est un dispositif par capitalisation. Donc, vos cotisations vont permettre d'alimenter un compte qui financera à terme votre propre retraite. Vous allez choisir parmi les 3 taux qui sont proposés, 4, 6 ou 8% de votre indemnité brute mensuelle. Vous avez également la possibilité de procéder à des rachats d'années antérieures à l'un de ces 3 taux. Et la spécificité, c'est bien l'abondement de la collectivité. Vous cotisez à 8%, la collectivité, elle va cotiser au même taux. Il n'y a pas de délibération, c'est une disposition qui est inscrite au Code général des collectivités territoriales. Ça traduit bien l'obligation de protection sociale qui est due par votre collectivité, notamment au titre des cotisations URSSAF pour ceux qui sont soumis, au titre du DIF ou encore de la retraite IRCANTEC. C'est valable également pour les cotisations régulières et de rachat. Donc, si vous décidez de mettre en place un tel dispositif, la collectivité donc, devra vous suivre. Donc, les atouts du dispositif, dans un premier temps, vous allez sécuriser votre capital. Quand je dis dans un premier temps, c'est en phase de cotisation, donc au début du processus. Vous cotisez, si jamais vous décédez, vous allez avoir 3 types de garanties qui vont vous permettre de protéger les sommes cotisées. Tout d'abord, la garantie décès en phase de cotisation. Si vous décédez avant d'avoir liquidé, tout ce que vous avez cotisé ainsi que la part collectivité sera reversé à vos ayants droit. En qualité d'adhérent à Fompel, vous bénéficiez également d'une protection en cas de décès, invalidité et interruption professionnelle d'activité liée à votre mandat. Ce qui suppose que typiquement, si vous êtes sur une visite de chantier, vous avez un accident grave, voire mortel, eh bien, vos ayants droit bénéficieront de la garantie décès invalidité. Pour ce qui est de l'activité, l'interruption d'activité professionnelle, si vous deviez pour X ou Y raison, crise sanitaire par exemple, puisque ça a été beaucoup le cas il y a quelques semaines, interrompre votre activité professionnelle pour vous consacrer à votre mandat, eh bien, vous pourrez demander une compensation au titre des salaires non perçus sur la période qui a été non travaillée. Et enfin, la troisième sécurisation de votre capital, là, elle est strictement entourée par la loi et il s'agit en fait des coups durs, si j'ai envie de dire, en cas de décès du conjoint, fin de droit aux indemnités chômage, invalidité, surendettement, etc. Vous auriez la possibilité de racheter votre capital dans un de ces 5 cas. Deuxième atout, vous percevez une rente à vie. Donc là, on est dans le deuxième temps du processus. Vous avez cotisé. Au bout de nombreuses années de mandat, vous décidez de liquider votre retraite. Eh bien, cette retraite, elle sera versée sous la forme d'une rente viagère. Donc, qui dit rente viagère, vous commencez à percevoir votre rente. Tant que vous êtes en vie, cette rente viagère, elle vous est servie. Pour les rentes qui sont d'un faible montant, c'est-à-dire qui sont inférieures à 480 € par an, à la place, l'assureur vous verse en une seule fois un capital. Donc, plutôt que de percevoir une rente à vie qui est d'un faible montant, vous percevez un versement unique en une seule fois. S'agissant de la rente à vie, donc je vous disais tout à l'heure, pour vous, elle est viagère. Il n'empêche que là encore, si vous deviez décéder prématurément, et donc on considère avant 75 ans,
une personne percevrait pendant jusqu'à vos 75 ans théoriques 100% de votre retraite. Donc, ce qui suppose que ces sommes sont au minimum sécurisées jusqu'à vos 75 ans si vous deviez décéder prématurément. Il existe également la réversion viagère au profit d'un réversataire. Et c'est le genre de disposition que l'on prend également au moment de la retraite. Et enfin, vous bénéficiez d'un revenu minimum garanti. On est sur un dispositif de retraite en points, ce qui suppose que l'ensemble de vos cotisations, elles sont transformées en points. La valeur de soins, elle va varier en fonction de votre âge. Plus vous êtes jeune, moins le point a une valeur importante, donc d'où l'intérêt de commencer à cotiser le plus tôt possible. Et ces points, ils vont générer à chaque versement de cotisation des droits à retraite qui sont garantis. Ce qui signifie finalement que vous allez constituer votre retraite minimum et garantie au fur et à mesure de vos cotisations. Donc, les facteurs différenciants de Fompel, eh bien, le plus important, c'est celui de la sécurité. Je vous l'expliquais tout à l'heure. Le régime en points est effectivement un régime extrêmement sécurisé. Les droits acquis vous donnent, enfin, vous avez des droits à rente minimum. Ça suppose que votre rente, elle ne peut pas diminuer. Là encore, c'est encadré par la loi. C'est une obligation des contrats en points. Ce qui est plutôt rassurant de savoir qu'on va commencer à percevoir un revenu minimum et qu'il ne pourra pas bouger. Il faut savoir que c'est vraiment une spécificité du Code des assurances. Pourquoi elle ne peut pas diminuer? Puisque c'est l'assureur, donc CNP Assurance, qui va être porteur du risque. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il a l'obligation de faire face à ses engagements, c'est-à-dire de payer les rentes des actuels rentiers, mais également d'anticiper les rentes des futurs cotisants. Et pour ça, il va provisionner son régime, c'est-à-dire avoir des sommes supplémentaires à ses engagements. On considère aujourd'hui qu'un régime, il est en bonne santé quand il affiche un taux de provisionnement supérieur à 110%. Fompel est à 126%. Donc, c'est vraiment un chiffre qui est solide, pérenne. Vous le verrez un petit peu plus tard. Là encore, c'est une disposition qui vise vraiment à protéger l'adhérent. Deuxième élément différenciant, la souplesse du régime. Effectivement, vous êtes acteur de votre contrat d'assurance. Vous souhaitez racheter aujourd'hui ou dans les années à venir, libre à vous. Vous souhaitez échelonner ce rachat, donc le payer sur plusieurs mensualités, voire plusieurs années. Vous avez l'ensemble du mandat jusqu'en 2026 pour procéder à ce rachat. Vous pouvez également faire varier votre taux à la hausse, à la baisse, voire même suspendre momentanément vos cotisations. Et enfin, le dispositif Fompel prévoit que vous pouvez liquider à partir de 55 ans. Donc, c'est complètement indépendant d'un départ à la retraite professionnelle. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas dit au début, mais adhérer à Fompel est complètement décorrélé de votre situation personnelle, que vous soyez retraité au chômage, en activité professionnelle. On parle bien d'une retraite d'élu. Vous êtes bien en activité d'élu. Voilà. Pour pouvoir liquider, donc, il faut avoir 55 ans et avoir cotisé quand même un minimum de 3 ans. Ça veut dire qu'en cours de mandat, on peut tout à fait demander sa retraite. Et enfin, le dernier élément, donc la transparence du régime. Je vous le disais tout à l'heure, on a un régime qui se porte bien. Donc, vous avez quelques chiffres qui s'affichent, au-delà donc qui sont également accessibles sur le site internet. Au-delà de ces chiffres de la bonne santé du régime, on communique régulièrement avec nos adhérents, que ce soit les adhérents en phase de cotisation, les adhérents en phase de liquidation. Il faut bien quand même se rappeler que c'est bien l'Association de France qui est derrière le produit Fompel, et donc il y a un devoir d'image et d'information à l'ensemble des adhérents.
Pour terminer, je vous parle rapidement des espaces collectivités et adhérents. Donc, ils ont été créés pour permettre comment dire, une gestion dématérialisée. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'elle a quand même tout son intérêt. Gestion dématérialisée à l'adresse des élus. Donc, chaque élu adhérent bénéficie d'un compte personnalisé dans lequel il va gérer son contrat d'assurance. Pour les collectivités, il s'agit notamment donc d'échanges avec le service gestion qui va notamment collecter les cotisations, mettre à jour les comptes des élus, procéder aux liquidations de retraite. Et puis donc les liens avec les collectivités, c'est également les informations sur les entrées et sorties au sein de la collectivité. Voilà, donc en résumé, avec un tel dispositif, vous actionnez en fait un droit qui vous permet de valoriser votre engagement électif et compenser d'éventuelles pertes de revenus. Vous disposez d'une retraite qui est garantie et régulièrement revalorisée. Et enfin, vous percevez une rente à vie partiellement défiscalisée. Pour terminer sur la fiscalité, puisque c'est toujours des sujets qui peuvent être sensibles, votre rente, c'est un revenu. Donc, vous devez la réintégrer dans vos revenus. Néanmoins, elle est grandement défiscalisée puisque exonérée entre 50 et 70% de son montant en fonction de l'âge de liquidation. Et pour terminer, donc vous voyez apparaître les coordonnées. Alors, je pensais vous faire un lien vers le site. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Je ne sais pas. Non, ça ne fonctionne pas. Voilà. Vous avez le lien vers le site internet Fompel sur lequel vous avez la possibilité donc, de faire tout comment dire, des démarches. Vous pouvez demander de l'information, demander de la documentation. Vous pouvez également adhérer en ligne ou faire une demande d'estimation de retraite. Et bien évidemment, vous avez une équipe qui est à votre disposition, donc au numéro qui s'affiche, pour répondre à l'ensemble de vos demandes tout au long de votre mandat. Et enfin, juste pour paraphraser ce que disait tout à l'heure Geneviève, je crois, effectivement, vous allez être très, très occupé. La retraite, c'est des choses dont il vaut mieux s'occuper le plus rapidement possible. Et parce que ça vous permet de battre le fer pendant qu'il est chaud. Et on le voit bien d'expérience, en fin de mandat, on a des élus qui se manifestent pour adhérer, mais avec des rachats qui peuvent être conséquents et pour l'élu et pour la collectivité. Voilà, un grand merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci Armelle. J'ai mis le lien vers le site Fompel. D'accord. On enverra également le support à Cyrielle. Oui, oui. Alors j'ai envoyé le support du statut de l'élu, mais pas celui-là. Je l'enverrai dans la journée. Ça marche. Voilà, en fait, je pense qu'on n'a plus d'écho, on peut parler à deux, parce qu'en fait, je pense que comme ils avaient le retour son, non pas dans un casque, mais sur l'ordinateur, on avait cet écho à cause du bureau. Je vais leur dire quand même de s'équiper de casques. Voilà, eh bien, Cyrielle, je te laisse le mot. Merci Armelle. Je vous en prie, très bonne fin de journée à tous. Je te laisse, Cyrielle, le mot de la fin. Je vais, pour ceux qui veulent revoir cette visioconférence, sachez qu'elle a été diffusée et qu'elle sera donc enregistrée sur la page Facebook, mais j'enverrai aussi le lien de téléchargement à votre association départementale. Cyrielle, je t'en prie. Oui, merci Nathalie, merci à Lormel et merci aussi à Geneviève et à Myriam qui sont déconnectés pour leur intervention. Donc, je vais attendre de récupérer en fait tous les liens que tu vas m'envoyer et celui d'Armel pour faire dans un condensé d'un seul même mail et on va l'envoyer à tous ceux qui ont participé et ceux aussi qui s'étaient inscrits ou par la suite nous demandent les supports et bien entendu on reste à leur disposition pour toutes les
les questions éventuelles sur le sujet et qu'on transmet si nécessaire au service de Geneviève. Et merci à tous ceux qui ont participé, qu'on voit apparaître ou qui nous ont déjà quittés. Et à vendredi, alors, pour la suite à 17h pour le prochain atelier. Ok, eh bien, bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt, je mets fin à la réunion. Si je peux.